Bonjour à tous, bonjour Alexandre. Bonjour Tristan, bonjour tout le monde. Merci d'être là pour notre troisième volet de notre série sur le LMNP, ses techniques de vente, ses mécanismes et ses différents segments. Aujourd'hui, je présente le programme à nouveau, hein, le temps que tout le monde arrive. On va aborder, la semaine dernière, vous vous souvenez, on a fait un focus sur le segment des résidences étudiantes. Le but était de comprendre ce marché-là, sur quoi il repose, quel est le sous-jacent, quels sont les chiffres clés qui vont nous convaincre que c'est un placement intéressant et vont surtout nous aider à convaincre nos clients investisseurs. Et aujourd'hui, on va faire la même chose avec un autre segment qu'on apprécie beaucoup chez Gridkey et que Consulteam traite particulièrement bien, qui est en l'occurrence le segment des résidences seniors. Donc, on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je vais pas tarder à laisser la main à Alexandre pour qu'il puisse vous présenter tout ça. Comme d'habitude, vous le savez, vous avez un espace pour poser vos questions. Utilisez-le, interpellez-moi parce que pendant qu'Alexandre présentera, il ne pourra pas forcément lire vos questions, mais moi, je le pourrai. Donc, je le pourrai. Donc, du coup, je lui transmettrai ça en temps réel. Bonjour Catherine. Bonjour Valérie. Bonjour à tous. Content de vous retrouver. Bon, bah, écoutez, on va démarrer sans plus attendre. Alexandre, si tu veux, si tu veux prendre la main et peut-être même te présenter, parce que je vois des nouvelles têtes qui n'étaient pas là. Donc, si tu veux, en 30 secondes, nous parler de toi et de Consulteam, n'hésite pas. Bon, eh bien, bonjour à toutes et tous. Premier sujet, est-ce que mon écran apparaît? Il apparaît très bien et on t'entend très Super. bien. Bon, eh bien, pourvu que ça dure. Donc, oui, présentation rapide. Écoutez, je m'appelle Alexandre Tadjen, je représente le groupe Consulteam. Vous connaissez peut-être certaines entités du groupe que sont Serenissimo ou LB2S ou I+, ou Finpel. Pour ne citer qu'elle. Pour faire très rapide, nous existons depuis 1995. Nous ne sommes ni promoteurs ni exploitants. On est monteurs, concepteurs d'opérations. On travaille en amont avec des promoteurs et des exploitants quand on est en résidence service. L'objectif étant de négocier des opérations dans leur intégralité et particulièrement de négocier les prix et les conditions des baux commerciaux pour mettre à disposition des investisseurs par votre intermédiaire professionnel du patrimoine des produits qui soient pertinents, cohérents et pérennes dans le temps. S'agissant des résidences-services, on intervient sur tous les segments, aussi bien dans le neuf que dans l'ancien. Et quand je dis tous les segments, le senior tel qu'on va le voir aujourd'hui, le marché de l'étudiant, le marché de la résidence de tourisme, que ce soit le loisir, l'affaire, et également les résidences médicalisées. Pour vous donner quelques idées en termes de volume, c'est 2500 à 3000 lots commercialisés en résidence-service tous les ans et vous pouvez retrouver l'intégralité de notre offre sur Gridkey. Je ferme cette parenthèse, l'objectif n'étant pas de parler de nous, mais plutôt du marché des résidences services pour seniors. Bon, alors, du coup, je reviens aux résidences seniors. On a fait un focus la semaine dernière sur les résidences pour étudiants. Aujourd'hui, pour les seniors, ce sont les deux segments qui sont le plus en vogue depuis quelques années, parce que ça nous parle plus facilement aux uns et aux autres, parce qu'on a été étudiant, parce qu'on a des enfants qui sont ou qui vont l'être, parce qu'on a des parents et parce qu'on se projette aussi, nous aussi, dans quelques années en tant que senior. Également des segments qui sont porteurs pour l'étudiant parce que ce sont des petits budgets et pour le senior parce que c'est de l'habitat traditionnel, souvent bien situé et qu'on l'assimile en dehors de la fiscalité assez facilement à ce qu'on peut encore trouver dans le cadre du dispositif Pinel aujourd'hui. Alors, une résidence service senior, elle est constituée d'appartements. Pourquoi je dis appartements? Parce que la plupart du temps, ce sont des copropriétés verticales pour des raisons évidentes d'optimisation de l'exploitation. Ce sont des logements qui sont meublés, le mobilier appartenant aux investisseurs pour qu'ils puissent être considérés comme des loueurs en meublé. Le principe étant que le senior, il a juste à venir avec ses valises, il les pose et puis il peut vivre normalement. On a dans les résidences seniors des espaces communs
qui sont relativement importants, en tout cas qui sont bien plus importants que dans les résidences pour étudiants, parce que ce sont des gens qui sont là toute l'année et ce pour plusieurs années, qui viennent vivre dans ce type de résidence pour partager une vie en communauté. Donc il y a des espaces communs qui sont importants, principalement constitués d'une salle de restauration, quand bien même dans chaque appartement, il y a une cuisine, mais les seniors ont possibilité de partager des petits déjeuners, des déjeuners et des dîners en compagnie des autres résidents. On trouve aussi dans certaines résidences des salles de fitness, on trouve régulièrement une bibliothèque, à la marge des salles une salle de cinéma. Et puis on a des salons, des espaces détente. Dans certaines résidences, on va trouver aussi une cuisine partagée, ce qui va permettre de créer du lien social et de partager des activités. Et de manière un peu moins courante, on trouve des piscines. Alors pourquoi est-ce qu'on a de temps en temps des piscines et des salles de fitness? Pourquoi est-ce que ça n'est pas plus répandu? Mais parce que on considère que le senior, c'est une personne qui a 60 ans ou plus et qui est inactive sur le plan professionnel. Dans la réalité des faits, le profil type d'une personne qui intègre une résidence senior, c'est majoritairement une représentante de la jante féminine. L'âge, c'est plutôt 80-85 ans en moyenne. Donc, effectivement, physiquement, pas forcément la nécessité d'avoir une salle de fitness et ou une piscine, ce qui explique que c'est plutôt à la marge. Les résidences pour seniors, ce sont des résidences qui, en général, font entre 80 et 120, 130 logements pour des raisons là aussi évidentes d'atteinte d'un seuil de rentabilité. Il faut un minimum de logements à exploiter pour que le gestionnaire puisse effectivement gagner de l'argent. Alors, à titre informatif, les résidences seniors arrivent à atteindre un taux d'occupation qui est un taux d'occupation de croisière après sensiblement 24 à 30 mois d'exploitation. C'est long, c'est bien plus long que pour de l'étudiant ou pour de l'EHPAD ou pour du tourisme, pour une raison simple, c'est qu'encore une fois, en étudiant, on n'a pas d'autre choix que de trouver un logement pour faire ses études et on sait que c'est provisoire. En EHPAD, on n'a pas d'autre choix parce qu'on est placé dans un établissement. Et puis en résidence de tourisme, on décide d'aller passer des vacances. Donc c'est assez simple. Là, on fait un choix de vie quand on va dans une résidence pour seniors. On décide de quitter son logement actuel pour intégrer un nouveau cadre de vie dont on sait qu'il sera sans doute le dernier avant malheureusement le terme de sa propre vie ou avant d'intégrer une résidence médicalisée. Donc les seniors ont du mal à franchir le pas. En revanche, une fois qu'ils franchissent le pas, eh bien, ils restent très longtemps dans ces résidences services seniors. Alors comme je l'évoquais, ce sont majoritairement des femmes seules qui vivent dans les résidences seniors, ce qui explique qu'on retrouve majoritairement des logements de type 2, à la marge des T1, des T1 bis pour aussi des questions d'accessibilité budgétaire pour les pensionnaires, et puis aussi quelques T3, voire T4, quand on a des couples effectivement qui intègrent ce type de résidence qui arrive très régulièrement. Alors, pour qu'une résidence senior soit un succès en termes d'exploitation, il y a un certain nombre de critères à respecter. S'agissant effectivement de l'intérêt que cela peut présenter pour la remplir, il faut qu'elle soit proche des transports en commun, parce que le senior est autonome, hein, on n'a pas encore versé dans la dépendance. Qui dit autonome dit que c'est quelqu'un qui peut prendre le bus, qui peut prendre le tramway, qui peut aussi aller prendre le train et l'avion assez facilement. Donc proximité des transports en commun, également proximité des commerces de bouche, mais également de tout ce qui est service au quotidien, parce que le senior, c'est son lieu de vie. Et il va faire comme il faisait avant, il va se déplacer pour aller faire ses courses avant de rentrer chez lui. On constate depuis de nombreuses années que les résidences seniors sont majoritairement établies dans des villes moyennes et grandes. Alors, villes moyennes et grandes, c'est quoi? C'est à partir de 45 000 habitants et plus. Et puis, on constate depuis quelques années, parce qu'il y a des besoins qui sont identifiés, qu'on voit des résidences s'implanter dans des communes plus modestes en termes de nombre d'habitants. Et là, il faut sans doute être bien plus vigilant en tant que prescripteur et en tant qu'investisseur, d'une sur la zone de chalandise, mais également sur le prix auquel on va investir pour être en phase avec le marché immobilier traditionnel. Parce que plus la zone de chalandise est petite, plus le risque
d'exploitation est fort. Et donc là, il faut être extrêmement vigilant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'être s'agissant du prix de revient au mètre carré quand on est dans des villes moyennes ou importantes. Alors, quels sont les taux de remplissage, Alexandre, que tu constates dans tes résidences seniors, le taux moyen? Alors pour vous donner quelques données au-delà des résidences seniors, les résidences seniors, on a des taux d'occupation qui oscillent, une fois qu'on est en rythme de croisière, qui oscille à 80-85%. C'est quelque chose d'assez commun, sachant que les exploitants, quand ils travaillent leurs projets, ils sont sur des BP, donc des bilans prévisionnels avec des taux d'occupation plutôt aux alentours de 65%, 70 max, mais au bout de 24-30 mois, effectivement, c'est 80-85%. Alors, ça peut être assez variable, hein, ça peut être du 90 suivant la zone d'implantation, ça peut être du 75, ça va dépendre aussi de la concurrence, mais 80-85%, c'est ce que l'on constate pour une résidence bien située avec un exploitant qui sait effectivement s'en occuper. Et quel est le point mort pour le gestionnaire, justement? Le point mort, le seuil d'occupation à partir duquel il commence à gagner de l'argent? Bah, j'ai pas de chiffres à donner parce que tout va dépendre de chaque projet. En fait, nous, les dossiers, quand on les monte, ce qui nous intéresse, c'est effectivement l'implantation, c'est le prix de revient au mètre carré, c'est la définition immobilière, les prestations, c'est le fait que les communs vont être détenus par les copropriétaires pour ne pas être dépendants de l'exploitant. Et on va surtout s'intéresser, nous, au niveau de loyer métrique annuel que va verser l'exploitant aux investisseurs en comparaison de son bilan prévisionnel et en comparaison de son chiffre d'affaires pour voir si c'est tenable sur la base d'un taux d'occupation moindre que les 80 ou 85% qu'il vise au final. Donc, j'aurais tendance à dire, alors si je dois m'exprimer autrement, on sait qu'en résidence senior, l'exploitant va reverser sensiblement 40 à 45% de son chiffre d'affaires au titre des loyers aux investisseurs. Donc, on part du principe que si on a une résidence de 100 logements, il faut que l'exploitant loue à minima sur l'année, je veux dire 55% de la résidence pour pouvoir assumer les loyers qu'il va devoir verser aux propriétaires et avoir assez de reliquat pour payer ses frais de fonctionnement. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ça répond en partie. Si tu as une seconde sur ce sujet, c'est peut-être une question que se posent nos auditeurs parce que l'actualité a été assez dense en 2023 en fin d'année sur le segment de la résidence senior, avec notamment un gros opérateur qui a eu des soucis d'exploitation. Et je voulais que tu nous dises un petit peu, moi c'est quelque chose que j'entends de la part de mes utilisateurs de la plateforme GridKey, c'est est-ce que les résidences seniors, est-ce que la résidence senior est un modèle viable au vu des soucis rencontrés par certains opérateurs travaillant dans ce segment? Voilà, il y a eu une défection, je ne citerai pas le nom de l'opérateur en question, mais je pense que tu sais très bien de qui je parle. Et ça a pu générer de l'inquiétude parce qu'on a cru comprendre ici ou là que c'était lié aux résidences seniors en particulier. Donc, si tu as de quoi nous rassurer pour nous expliquer un peu pourquoi est-ce que cet opérateur a eu des difficultés et pourquoi on n'en aurait pas avec les autres finalement, et pourquoi c'est pas lié au segment senior, mais peut-être à un modèle de gestion. Alors clairement, j'aurais pas le temps de vous rassurer là parce que pour vous rassurer, il faudrait que je prenne le temps de vous expliquer comment fonctionnent ces marchés d'exploitation. Et pour ça, il faudrait qu'on prenne 1h30 à 2 heures. Mais je vais essayer de faire assez simple. En réalité, il n'y a pas de mauvais segment. Autrement dit, le senior n'est pas un mauvais marché sur lequel aller, l'EHPAD n'est pas un mauvais marché, l'étudiant n'en est pas un, le tourisme, qui a été si souvent décrié, n'en est pas un non plus. En revanche, il y a de mauvaises opérations sur tous les segments. C'est comme pour ceux qui font du Pinel, qui faisaient de la Doromien, du Cellier et autres, il y a des investisseurs qui ont fait de bonnes opérations et d'autres qui en ont fait de moins bonnes. Pour autant, on ne s'est jamais dit que c'était pas bien. Donc, encore une fois, sur chaque segment de marché, il y a de mauvaises opérations et ou de mauvais opérateurs. L'opérateur dont
que tu évoques sans le citer et que je ne citerai pas non plus, nous, on le connaît depuis de nombreuses années. Pour vous donner un ordre d'idée, on n'a jamais vendu de programme en VFA avec cet opérateur. Pourquoi on n'a jamais vendu de programme en VFA avec cet opérateur, bien qu'ayant été sollicité? C'est parce que ces modèles, on les connaît. Nous, ça fait 30 ans qu'on intervient sur ce marché. Et la façon dont les opérations sont montées peuvent ne pas être viables dans le temps. Si je dois m'exprimer autrement, il y a un modèle qui est extrêmement dangereux, ou en tout cas sur lequel on doit être beaucoup plus vigilant que d'autres, c'est quand le commercialisateur est également promoteur et exploitant. Parce qu'on a une confusion des intérêts et parce que la priorité n'est pas donnée en général à l'exploitation, mais à la promotion, parce que les marges à la promotion sont beaucoup plus importantes qu'à l'exploitation. Et donc, pour faire assez simple, ces opérateurs-là, tant qu'ils vendent leur immobilier, ils peuvent faire tenir le château de cartes pendant des mois, des années. Mais le jour où le marché effectivement immobilier se tend et le jour où les ventes immobilières ne permettent plus d'alimenter les machines, eh bien malheureusement le château de cartes il commence à s'effriter, voire à s'écrouler. Donc on n'est pas surpris de ce qui se passe s'agissant de cet opérateur, sachant que cet opérateur, il faisait oui du senior, oui du tourisme d'affaires, oui de l'étudiant. Bon, ils sont en procédure de sauvegarde. On va voir ce que va donner si le plan de sauvegarde va être validé et ce que ça va donner par la suite. Une chose est certaine, c'est que la façon dont les opérations ont été montées ont plus été abordées sous le prisme de la marge immobilière que de la pérennité d'exploitation. Donc en fait, c'était pas le gestionnaire au sein de cette structure n'était pas durable puisque en fait il était déficitaire en fait par essence, par construction, et il était alimenté par les bénéfices générés par le promoteur. Attention, je n'ai pas accès au compte de cet opérateur et aux myriades de comptes qui existent dans cette nébuleuse. Pour autant, ce sont des modèles qui ont déjà montré leur fragilité par le passé. Il y a d'autres opérateurs que je ne citerai pas et qui sont très connus, qui étaient un peu sur le même modèle, qui ont connu des difficultés. Certains ont mis la clé sous la porte, d'autres ont réussi à s'en sortir, sachant que cet opérateur, il faut quand même savoir qu'il a vendu son parc de résidences seniors il y a déjà quelques temps et que les difficultés ne sont pas forcément liées de fait à ce marché tout particulier. Donc, ok. Voilà. Donc, si je t'entends, il y a deux choses qu'il faut vérifier. C'est avoir des acteurs indépendants, promoteurs et gestionnaires, voire avec un opérateur entre les deux. Et ensuite, vérifier la santé financière, évidemment, mais ça, vous avez l'habitude de le faire, je pense, des parties prenantes. Oui, mais je prends souvent un exemple qui, pour moi, est assez parlant. Vous décidez d'acheter une voiture, vous allez dans une concession Renault. Par définition, le meilleur des véhicules qui va vous être présenté, il est de marque Renault. Bon, ben, vous êtes toujours acheteur d'un véhicule, mais vous allez dans une concession multimarque. Eh bien, la personne que vous allez rencontrer va vous vanter les avantages de Renault, de Peugeot, de Citroën, de Mercedes, de Volvo, enfin de tout ce que l'on veut, mais il va surtout s'intéresser à vos besoins et mettre en face un produit qui réponde à vos besoins. Voilà, donc en l'exprimant comme ça, il est évident que si vous adressez, et quelle que soit la fiscalité, à un opérateur qui n'a qu'un produit à vendre, qu'une marque, mais il ne pourra pas la comparer aux autres et ce sera forcément le meilleur produit du monde. En revanche, si vous adressez, et c'est ce qu'on essaie de faire depuis 30 ans, du mieux possible, si vous adressez effectivement comme chez Gritty, au demeurant, vous avez des promoteurs différents, des exploitants différents, et vous pouvez faire votre marché. Encore faut-il comprendre comment fonctionnent ces marchés et quels sont les points clés à analyser. Encore une fois, nous, quand les dossiers nous arrivent, les premières choses que l'on regarde, ce sont évidemment les zones d'implantation, la pertinence, la croissance démographique, le marché des seniors, le dynamisme économique, l'implantation dans la ville, dans le quartier, les commodités et ainsi de suite. On regarde évidemment le prix auquel ça va être vendu. C'est pas parce que c'est du neuf avec des parties communes que les prix doivent exploser en comparaison du marché de l'ancien. On aime bien, nous, avoir des prix qui soient relativement proches, en tout cas en comparaison hors taxe par rapport au marché hypothécaire, mais on s'intéresse surtout à la pérennité locative et donc aux conditions de rédaction du bail et surtout au niveau de loyer sur lesquels vont s'engager les exploitants.
je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais récemment sur le marché secondaire, parce que je valide toutes les opérations qui sont présentées sur le marché secondaire de la location meublée. Il y a un propriétaire qui arrive, qui nous présente un lot en résidence senior. Je ne citerai ni l'opérateur ni la ville, mais quand je vois le niveau de loyer qui est servi par l'exploitant avec une échéance de bail à 3 ans, je dis à mes équipes, non, on n'y va pas. On n'y va pas, ou alors on négocie le bien de telle manière qu'on va chercher un rendement de l'ordre de 7%, parce qu'il faut anticiper une décote du loyer d'un minima 20% au terme du bail, parce que son effort locatif, il est bien trop élevé. Voilà. C'est très clair, merci pour l'éclairage. Voilà, je ferme cette parenthèse, mais encore une fois, ça pourrait durer très longtemps et je pourrais vous expliquer. Ouais, c'est clair. N'hésitez pas d'ailleurs à nous contacter, hein, je vais laisser nos coordonnées dans le chat. Voilà. Si vous avez des sujets ou des dossiers en cours sur ce segment-là, n'hésitez pas à nous contacter dans les jours qui viennent. L'intérêt pour les seniors d'aller dans ce type de résidence, bien, c'est qu'ils peuvent maîtriser leur budget dans le sens où les exploitants leur présentent un package de base dans lequel il y a le loyer, il y a l'énergie, puis un certain nombre de prestations. Comment dirais-je, ça peut être l'aide administrative, ça peut être la demi-pension, ça peut être le service de ménage. Enfin, c'est assez variable, ça dépend des opérateurs, ça dépend aussi des résidences. Et puis, il y a des services optionnels. Donc, effectivement, oui, ça coûte relativement cher. Hein. Il y a souvent les gens qui sont surpris de devoir payer 1100 ou 1200 euros pour un logement de type 2, mais il y a beaucoup de services qui sont compris là-dedans, dont la sécurisation, dont la mise à disposition des espaces communs et l'entretien de tout ça. Bon. Les seniors et ces personnes qui sont majoritairement des femmes, j'y reviens, relativement âgées également, elles vont dans les résidences seniors parce que souvent elles ont vécu des faits de vie, c'est la disparition du conjoint, c'est un accident domestique ou un incident domestique, c'est éventuellement un cambriolage dans l'environnement, et donc elles vont décider d'aller dans ce type de résidence parce que ça leur permet de sécuriser leur environnement direct. D'une, les résidences sont sécurisées, et puis on est dans une copropriété. Il y a également toute une vie qui est organisée dans ces résidences services seniors, et cette vie, elle est organisée par du personnel qui est dédié à cela, qui crée des ateliers, des animations diverses et variées. Ça peut être autour de la cuisine, ça peut être autour d'ateliers couture, ça peut être autour de lectures collectives, également des sorties qui sont organisées. Enfin bref, tout ça, ça concourt à sortir de l'isolement pour ces personnes, à retrouver une vie sociale et un dynamisme au quotidien, que ce soit sur le plan physique ou intellectuel. Ces résidences services seniors, elles ne sont pas créées depuis des années juste pour le plaisir. C'est qu'on a constaté qu'effectivement, on a une population en France qui n'a de cesse d'augmenter et qui n'a de cesse de vieillir. On a entendu parler du baby-boom d'après-guerre. On est dans la phase de baby-boom aujourd'hui, et vous avez à l'écran quelques chiffres qui nous montrent que cette population, vous voyez, en 2013, si on s'intéresse à la population des 75 ans et plus, cette population, elle était 2 fois moindre qu'elle ne le sera à horizon 2070. Et parmi ces gens-là, eh bien, on a une grosse proportion de personnes qui vont être amenées à intégrer effectivement des résidences services seniors. Pourquoi? D'une, parce que cette population augmente, donc c'est la loi des chiffres. Hein, plus on a de chiffres et plus on a comment dirais-je, si on regarde les mêmes ratios, plus on a de monde à aller demain dans ces résidences. Et puis parce que ça se démocratise, il y a 30 ou 40 ans de ça, sans doute qu'on n'aurait pas mis grand monde dans les résidences seniors, parce que les seniors soit décidaient de finir chez eux, soit étaient hébergés chez leurs enfants ou chez un parent. Sauf que la vie change, on devient de plus en plus égoïste, de plus en plus individualiste, et on se voit mal accueillir nos propres parents. Il y en a encore qui le font, mais c'est à la marge. Et puis parce que les mentalités changent et parce que les seniors voient aussi leur fin de vie différemment d'avant. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'enquêtes qui ont été menées. On a là à l'écran un extrait d'une enquête menée par TNS Sofres, où effectivement, on interroge les seniors, et ceux-ci, ils s'expriment sur le fait qu'ils ont à l'esprit que leur habitat d'aujourd'hui
ne correspond pas à ce que devra être leur habitat de demain et qui donc arrive à se projeter s'agissant d'un changement d'habitat et s'agissant d'intégrer une résidence-service pour seniors. Et puis on sait aussi qu'il y a la notion d'accoutumance. Il y en a de plus en plus, on entend de plus en plus parler, les seniors côtoient de plus en plus d'autres seniors qui vivent dans des résidences-services et finalement se disent bah tiens, oui, pourquoi pas moi. Voilà. Donc on a un bassin de population important à même d'intégrer ces résidences demain, à la différence de l'EHPAD où on est sur de la fin de vie, où on est sur de la dépendance forte physique et ou psychologique, où là on est placé. Le senior, là où il faut être prudent, c'est que c'est une démarche volontaire que d'un senior d'aller vivre dans une résidence. C'est à lui de franchir le pas, c'est à lui de prendre la décision. Donc il faut qu'effectivement ces résidences soient bien situées, il faut qu'elles soient bien pensées, il faut qu'elles soient vendues à des prix raisonnables, très clairement. Et tout ça pourquoi? Parce qu'en tant qu'investisseur, on doit anticiper un risque majeur sur ce type d'actif, c'est si jamais l'exploitant n'est plus là demain, est-ce que l'actif que j'ai acheté, je peux continuer à le louer moi-même à des conditions intéressantes, mais surtout, est-ce que je peux le vendre sur le marché résidentiel traditionnel à des conditions optimisées? Et pour revendre à terme à des conditions optimisées, il faut que je rentre sur le marché initialement à des conditions optimisées. Donc, ce sont des points sur lesquels il faut être particulièrement vigilant. On parlait de l'intérêt des seniors d'aller dans ce type de résidence. L'intérêt pour les investisseurs, je l'ai évoqué la semaine dernière en parlant de l'étudiant et je l'ai évoqué il y a 2 semaines quand on parlait tout particulièrement du statut de loueur en meublé. Mais un investisseur bénéficie du statut de loueur en meublé non professionnel. Ses revenus relèvent des bénéfices industriels et commerciaux. Il encaisse des loyers, il déduit des charges et en plus de ces charges, il va déduire des amortissements comptables, ce qui va lui permettre de générer une rente peu ou pas fiscalisée, ça va dépendre aussi du montage financier au moment de l'investissement, sur du très long terme. Aujourd'hui, quelqu'un qui emprunte, compte tenu des conditions de taux et qui se positionne sur cette classe d'actifs, il va pouvoir générer une rente non fiscalisée sur une période d'une vingtaine d'années. Quand on sait l'impact qu'a l'impôt sur le revenu et les impôts sociaux sur les revenus générés par le patrimoine immobilier, c'est une économie d'impôt énorme sur une période de 20 ans, ou un petit peu plus, ou un petit peu moins. L'intérêt pour l'investisseur, c'est que oui, c'est un marché lisible du fait des projections démographiques. Pour autant, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on sait que la population va exploser en nombre de seniors qu'il faut absolument y aller en fermant les yeux. Il faut décortiquer chaque opération. Ça, c'est notre travail chez Consulting que de le faire et de vous expliquer pourquoi on a sélectionné ces actifs. Ce sont des actifs qui, sur le plan immobilier, sont peu dédiés. Je l'ai déjà évoqué. Encore une fois, un logement de type 2 ou de type 3 dans une résidence senior, c'est un logement de type 2 ou de type 3 tels qu'on les voit aujourd'hui dans les immeubles qui sont construits à côté de chez nous, tels qu'ils sont faits dans les résidences qui sont commercialisées dans le cadre du dispositif Pinel. La seule différence, c'est qu'on a des espaces communs dédiés qui sont plus importants. Donc, de fait, si jamais l'exploitant n'est plus là demain, soit du fait de l'exploitant, soit du fait des copropriétaires qui le mettent dehors, eh bien, encore une fois, c'est un actif qu'on peut recycler relativement facilement sur le marché traditionnel. Investissement citoyen, j'en ai parlé, c'est décider effectivement de trouver et de financer des solutions d'hébergement pour nos aînés. C'est vrai pour l'étudiant, c'est vrai pour l'EHPAD, c'est vrai pour le senior. Et puis, autant l'étudiant, autant l'EHPAD, autant le tourisme sont de très vieux marchés en termes d'exploitation s'agissant des résidences-services, autant le senior, c'est un marché plus récent qui a vraiment commencé à se développer à partir de 2009 et l'apparition du dispositif Censi-Bouvard. Je vous rappelle, le dispositif Censi-Bouvard, 9 ans de réduction d'impôt, ce qui est sensiblement la durée d'un bail commercial, puisque c'est à minima 9 ans et en général, ça ne va pas au-delà de 12 ans. Donc, vous voyez, 2009, 2010, 2011, les premières livraisons en masse des résidences-services seniors. On est en 2024, donc on a un peu de recul sur les conditions de renouvellement de baux, du recul aussi sur un certain nombre d'exploitants. Et ce n'est pas parce qu'il y en a un là qui fait défaut que c'est forcément lié au fait du marché senior. On a des opérateurs qui, dans l'ensemble, sont fiables, ont procédé à des renouvellements de baux sur un certain nombre de résidences et dans des conditions de renouvellement qui sont plutôt bonnes s'agissant des conditions locatives tout particulièrement. Pour l'investisseur,
c'est aussi, ça présente aussi un intérêt, c'est que c'est un actif qui est très peu sensible au cycle économique. Pourquoi? Parce que les sous-locataires, je rappelle que pour l'investisseur, son locataire, c'est la société d'exploitation. Et pour la société d'exploitation, elle a ses propres locataires, donc des sous-locataires pour les investisseurs. Ce sont des retraités. Et les pensions retraite sont sécurisées. À défaut d'augmenter, elles sont stables. Et donc, il n'y a pas de fluctuation des ressources des sous-locataires. Donc, en général, ça se passe effectivement plutôt bien. Et quoi qu'il se passe, entre guillemets, dans le monde, ces gens-là continuent de percevoir leur rente. Et comme c'est une population grandissante à revenus sécurisés, effectivement, c'est très confortable et très lisible pour un investisseur. Ça répond à des besoins. Ces besoins, ils ne sont pas uniquement dans le Nord-Ouest. Pourquoi je dis dans le Nord-Ouest? Parce que c'est principalement là où se sont développées les résidences seniors initialement. Ce n'est pas uniquement en Île-de-France, ce n'est pas uniquement dans les grandes métropoles ou autour des grandes métropoles, mais c'est partout en France. Pour autant, encore une fois, attention, une résidence senior dans une commune de 3000 habitants et s'il n'y a pas une zone de chalandise importante alentour, concrètement, ça présente un risque. On a un marché primaire qui est relativement actif parce qu'il y a plein d'opérateurs qui ont pris position sur ce marché parce qu'encore une fois, quand on a une vague qui déferle, tout le monde essaie de surfer dessus. Donc, oui, beaucoup d'opérateurs qui font du senior. Certains, ils font juste de la promotion et confient l'exploitation à ce qu'on appelle un pure player. Et puis, il y en a d'autres qui sont mis à la promotion et également à l'exploitation. Nous, on a toujours tendance à dire qu'un exploitant d'origine qui se met à faire de la promotion, pourquoi pas, ça se regarde. Un promoteur qui se met à faire de l'exploitation, attention, ça peut être effectivement dangereux parce que ces opérateurs-là donnent souvent la priorité à l'aspect promotion plutôt qu'à l'aspect exploitation, sauf qu'on achète une fois, mais on perçoit des loyers normalement sur plusieurs mois et plusieurs années, donc c'est ça qui est particulièrement important. Alexandre, sur Gritty, je fais une petite incise pour dire que sur Gritty, on a un scoring qui vérifie notamment ce qu'était en train d'expliquer Alexandre sur les besoins sur le territoire où s'implante la résidence. On va décortiquer le nombre de résidences existantes par rapport à la population senior de la région pour vérifier qu'il n'y a pas un décalage, un déséquilibre qui pourrait engendrer des difficultés à remplir la résidence. Ça, c'est le genre de travail qu'on fait systématiquement. Évidemment, Alexandre, en tant qu'opérateur, lui, il le fait en amont de ça, mais nous, on va le vérifier parce que tous les opérateurs ne sont pas aussi précautionneux. Voilà. Merci Tristan pour cette précision. Je vous parlais du marché primaire. Le marché secondaire, il est aussi existant. Il est moins dynamique que le marché primaire pour une raison simple, c'est qu'encore une fois, c'est un marché qui est relativement récent. Donc, au fur et à mesure que les années vont passer, au fur et à mesure, le marché secondaire va être alimenté. Aujourd'hui, il est alimenté principalement, voire quasi exclusivement par des gens qui ont investi dans le cadre du dispositif Censi-Bouvard. Le Censi-Bouvard, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une copie du dispositif Cellier. On investissait, on avait une réduction d'impôt de 25% les 2 premières années, puis après 18%, puis après 11%. Malheureusement, en optant pour cette option, on n'avait pas le bénéfice des amortissements comptables, donc on se retrouve au bout de 9 ans de défiscalisation avec des revenus fiscalisés, donc plus aucun intérêt de conserver ces actifs. Donc le marché secondaire aujourd'hui, il est alimenté de biens qui sont cédés par les propriétaires qui n'ont plus d'intérêt à conserver effectivement ces actifs. L'intérêt, c'est que oui, on a des actifs qui sont d'ores et déjà en exploitation. Donc, si vous avez des clients qui ont du cash, ils iront plus facilement sur un actif déjà exploité parce que dès qu'ils signent chez le notaire, le compteur des loyers est ouvert plutôt que d'attendre 18 à 24 mois la livraison d'un produit en VFA. On a aussi des budgets qui sont moindres que ce que l'on trouve actuellement en VFA. Non pas que ça perde de l'argent, mais c'est parce que ce sont des dossiers qui ont été montés il y a 10, 12, voire une quinzaine d'années et les fonciers coûtaient moins cher, les coûts de construction coûtaient moins cher en comparaison d'aujourd'hui. L'intérêt, et je rebondis sur ce qu'on évoquait tout à l'heure s'agissant effectivement des exploitations et des risques d'exploitation. L'intérêt sur le marché secondaire, et ça n'est pas propre au marché du senior, c'est qu'on trouve beaucoup de biens pour lesquels les baux ont d'ores et déjà été renouvelés et renouvelés en général par l'exploitant d'origine. Donc, si l'exploitant d'origine renouvelle le bail, c'est qu'a priori, son outil de travail, il fonctionne, il est pérenne. Et s'il y a dû y avoir des reparamétrages
ou des paramétrages économiques du bail commercial, ça a été fait avec le vendeur et l'exploitant, et donc votre client investisseur il repart sur un bail qui a été remis entre guillemets au goût du jour, tant sur le plan juridique que sur le plan économique. Et puis vous avez sur le marché secondaire une offre diversifiée. Alors vous n'allez pas trouver d'un coup d'un seul 80 ou 100 lots dans une même résidence, donc au même endroit, mais vous allez trouver 1, 2, 3, 4 logements dans une résidence à Nantes, dans une autre résidence à Brive-la-Gaillarde, dans une autre résidence en région parisienne. Mais effectivement, vous allez avoir une offre répartie sur tout le territoire. Pour illustrer mon propos, j'ai sélectionné, et j'en conclurai par là, 2 exemples de ce que l'on a actuellement à la commercialisation. Alexandre, avant que tu abordes les exemples, il y a Valérie qui nous posait une question. À l'échéance du Censi Bouvard, on ne peut pas amortir fiscalement. Il se demandait si c'était possible ou pas. Non. À partir du moment où on investit dans le cadre du dispositif Censi Bouvard, donc c'est une option fiscale au moment de la première déclaration, on renonce de facto au bénéfice des amortissements et on s'expose très clairement à un rattrapage de la patrouille fiscale. Si un bien qu'on a acheté en Censi Bouvard, une fois qu'on a passé cette période de défiscalisation, on se met à l'amortir, là, l'administration va vous dire non, vous ne pouvez pas. Donc, vous optez soit pour la remise en question de l'avantage fiscal des années précédentes et on recalcule tout ça, soit effectivement, vous conservez votre bien, mais vous n'imputez pas les amortissements comptables. Alors après, il y a des subterfuges qui peuvent être réalisés. En général, il faut les anticiper. Mais là, on rentre dans des sujets un petit peu techniques. Mais quelqu'un qui a acheté un Censi Bouvard, par exemple, en 2016, qui a été livré en 2018, donc plus 9 ans, ça fait 2027 à minima, eh bien, il a tout intérêt en 2024 à créer une ASRL de famille, à acheter via cette ASRL de famille un autre logement meublé amortissable, dans l'ancien ou dans le neuf, peu importe, et arrivé en 2027, il pourra éventuellement soit apporter ce bien initialement acheté en Censi Bouvard à cette SARL de famille, ou alors faire racheter ce bien par la SARL de famille, et il pourra justifier auprès de l'administration fiscale son objectif patrimonial, le fait qu'il l'a anticipé, le fait qu'il n'a aucun intérêt à avoir 2 centres de profit, mais tout ça, ça s'anticipe. Tout ça, pour répondre à la question de Valérie, non, on ne peut pas, quand on a acheté un Censi Bouvard, une fois que les 9 ans sont passés, le passer en amortissement sans rien avoir fait, sans avoir pris de précautions. Voilà. Valérie a d'autres questions sur le sujet, mais je te propose, Valérie, de te mettre en relation avec Alexandre à la fin du webinaire. Comme ça, tu pourras prendre plus de temps peut-être pour aborder ce sujet. Je voulais qu'on puisse répondre à la question de Véronique aussi, qui nous dit, d'après vous, quelle est la cible investisseur pour du LMNP en résidence gérée et notamment en senior? Et quel est votre argumentaire commercial pour trouver des clients pour ce type d'investissement que je trouve par ailleurs génial? Alors là, c'est pareil, il faudrait qu'on prenne beaucoup de temps. Ce que je vous invite à faire, Véronique, je crois, c'est éventuellement solliciter nos équipes pour une raison simple, c'est qu'on a créé plein de guides. Alors, un guide qui traite de la résidence-service, des guides sectoriels qui décrivent chacun des segments sur lesquels on peut prendre position. On a créé plein de supports de formation qui vous permettent effectivement de mieux comprendre tout ça, d'avoir aussi des clés d'argumentation. Et je ne sais pas où vous êtes. Et j'ai encore mieux, Alexandre. C'est de bien te rendre disponible la semaine prochaine, même heure, même endroit, puisque ça va être la thématique du 4e épisode de cette série, 4e et dernier épisode, où on va vraiment rentrer dans le dur. On va prendre la demi-heure pour répondre à cette question très précisément. Donc, Véronique, on t'attend. J'espère que tu seras disponible à ce moment-là. On va vraiment traiter ce point-là en particulier. Oui. Alors, encore une fois, on le traitera assez rapidement, mais pour essayer de donner quelques éléments d'information, si vous avez en face de vous quelqu'un qui, est allergique à l'impôt sur le revenu et sa seule motivation, c'est de réduire son impôt sur le revenu, c'est sans doute pas le profil idéal pour aller lui présenter la location meublée en résidence-service. Si on s'intéresse, nous, au profil investisseur moyen, c'était des gens qui avaient majoritairement entre 40 et 50 ans, qui initialement investissaient hors Censi Bouvard pour générer une rente complémentaire à l'occasion de la retraite. Ce sont des gens qui avaient compris
que les revenus diminueraient à la retraite, qui ont compris la fiscalité et l'avantage de la location meublée, qui ont compris qu'encore une fois, ils pouvaient générer une rente peu ou pas fiscalisée sur du très long terme, sans s'occuper de rien, sans avoir les aléas locatifs, puisqu'encore une fois, c'est une société d'exploitation qui gère tout. On constate que l'âge moyen des investisseurs diminue parce que les jeunes sont de plus en plus sensibles à les problématiques de la retraite et ils sont de plus en plus nombreux à l'anticiper. Si je dois encore apporter un petit éclairage sur le sujet, ce sont des gens qui aiment s'inscrire dans le confort, qui ne veulent pas gérer leur investissement immobilier, qui ne veulent pas avoir de mauvaises nouvelles de l'agence de location qui leur dit bah voilà, il n'y a plus de locataires, faut refaire un coup de peinture, faut baisser le loyer, je suis désolé, je vous ai pas trouvé de locataire, ça fait 3 mois que votre bien est à la location ou 3 semaines. Enfin voilà, c'est vraiment des gens qui, oui, ils veulent diversifier leur patrimoine, oui, ils veulent le développer, mais ils veulent pas s'en occuper et tout est délégué. L'exploitation à une société spécialisée, la comptabilité à un expert comptable. Voilà. Donc maintenant, encore une fois, Véronique, soyez là la semaine prochaine et n'hésitez pas à vous rapprocher de nous ultérieurement. Un exemple d'un produit actuellement à la commercialisation, un programme senior en Île-de-France, à Drancy tout particulièrement. Alors c'est un projet qui est porté par la municipalité. Il y a une énorme escalope foncière qui est une ancienne friche industrielle et en fait c'est un nouveau quartier qu'ils sont en train de construire à Drancy. Au milieu, enfin, dans ce quartier, il y a la construction d'un cinéma, il y a la construction d'une école, de nombreux commerces, d'une supérette, de logements résidentiels et puis d'une résidence senior. Donc on est dans le Grand Paris, on est à proximité immédiate du RERB pour ceux qui connaissent. On a 2 lignes de métro qui vont voir le jour à l'horizon 2026. Le gros intérêt de cette opération, c'est que on l'a négocié à un prix tel que le prix du neuf hors taxe, pourquoi je le précise hors taxe, parce que les investisseurs récupèrent la TVA dans quasiment 100% des cas. Le prix de revient hors taxe est équivalent au marché de l'ancien sur zone. Donc quand je vous disais tout à l'heure que pour optimiser la sortie à terme, il convient de bien rentrer sur le marché, bien là en achetant du neuf au prix de l'ancien, on peut que se dire qu'effectivement on achète à de bonnes conditions. L'intérêt, c'est qu'on a un bail ferme de 10 ans, ça veut dire que l'exploitant ne peut pas sortir du bail commercial pendant ces 10 ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a envie de le faire, mais en tout cas, c'est une clé de sécurité complémentaire. On a un rendement qui est exprimé chez nous triple net. Pourquoi? Parce qu'on a négocié un bail commercial avec l'exploitant en faisant en sorte qu'il prenne en charge la taxe foncière ainsi que les charges de copropriété non récupérables, ce qui fait que votre investisseur, il n'a rien à payer, si ce n'est l'assurance propriétaire non occupant et éventuellement les frais comptables sur la période. Et comme sur le marché, les opérateurs expriment plutôt des rendements bruts et qu'on est un des seuls, si ce n'est le seul, à négocier des baux double net ou triple net, ce 3,70, si vous devez le comparer à ce que d'autres opérateurs présentent sur le marché, ça correspond à un 4,20 de rendement. Autre résidence senior, toujours dans le neuf, cette fois on est dans l'est de la France, on est à Colmar, la Venise verte. C'est un programme qui va être exploité par ce qui est sans doute la référence du marché en termes d'exploitation de résidence service senior. Ça va être exploité par Steva. Steva, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un opérateur qui fait à la fois du médicalisé et à la fois du senior. Ils exploitent depuis plus de 30 ans ce type de résidence. Ils sont notés 10 sur 10 sur l'ensemble de leurs établissements par le palmarès MDRS, qui est un palmarès qui est établi tous les ans. Les visuels que vous avez, c'est ce que seront les parties communes et les parties privatives de cette résidence. On est à 150 mètres du cœur historique de Colmar et donc des canaux qui parcourent Colmar pour celles et ceux qui connaissent. Là aussi, on a négocié un bail un petit peu différent. On n'est pas sur du triple net, on est sur du double net, 3,80 qui correspond à un 4%. Et là, on est sur un bail ferme de 11 ans et 9 mois, livraison dans un tout petit peu plus d'un an, positionnement géographique extrêmement pertinent et puis positionnement prix là aussi extrêmement intéressant. Je vous parlais du marché secondaire, un exemple d'un lot qu'on a actuellement à la commercialisation. On est dans le cœur de Nantes. Pour ceux qui connaissent Nantes, on est vraiment
C'est vraiment une position centrale. On est à quelques 250 mètres de la cathédrale de Nantes. C'est un ancien couvent qui a été entièrement réhabilité en 2013, commercialisé en tant que résidence senior. Le bail a été renouvelé par Jardin d'Arcadie. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être Jardin d'Arcadie, ancienne génération, où on était en auto-gestion. Les copropriétaires étaient en auto-gestion avec des frais monstrueux. L'enseigne a été rachetée par un groupe qui s'appelle Acapas, qui est détenu pour partie par WIG, qui est une participation minoritaire, donc là, vous voyez, tout à l'heure, autant à Colmar et à Drancy, on a plusieurs dizaines de logements à la commercialisation quand on les lance, autant là, c'est un lot. Vous voyez, dans cette résidence de Nantes, c'est un T3 d'une 50aine de mètres carrés pour 250 000 €, un positionnement prix particulièrement, là aussi, pertinent en comparaison du marché nantais, et un rendement de 3,81. On a régulièrement sur le marché de l'ancien des rendements plus importants que sur le neuf, et de temps en temps, on a des rendements qui sont moindres, étant donné que on peut avoir comme celui-là des produits premium que les gens s'arrachent. Et autre exemple, là aussi, c'est Steva. C'est la question de Véronique. C'est une résidence qui a été commercialisée. Ouais, c'était la question de Véronique qui se demandait quelle était une bonne renta en résidence senior. J'aurais tendance à dire que la bonne renta, c'est celle qui va permettre à l'exploitant de la payer dans le temps et qui va satisfaire l'investisseur. Il y a de bonnes rentas à 5% et il y en a de mauvaises à 3%. Comme l'inverse est vrai. Vous m'entendez toujours là? Toujours. Oui, parce que du coup, j'ai un autre écran qui est apparu, moi. Hop, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, on t'entend bien, hein, tu peux continuer. Donc, il y a de bonnes rentas à 3 et de mauvaises à 5. Encore une fois, une renta à 3% sur un prix de revient à 5 000 €, c'est une renta pérenne dans le temps. Une renta à 5% sur un prix de revient à 5 000 €, sur le papier, bah oui, ça va vous faire plaisir. Oui, l'investisseur va se dire je veux du 5, mais malheureusement, dans le temps, ça risque de ne pas tenir et que le 5 il va se transformer à un moment ou à un autre en un départ de l'exploitant ou une renégociation des loyers à la baisse. Donc, si on doit parler d'un bon produit, une bonne renta sur le marché du senior dans le neuf aujourd'hui, c'est sensiblement en brut du 4, 4,20, 4,30. Voilà. Sur l'étudiant, dans le neuf, c'est sensiblement du 4%. Du ok, bon c'est le point de repère. Ouais, c'est des points de repère. Après, sur le marché de l'ancien, c'est assez variable. Ça dépend de l'emplacement, ça dépend de l'âge de la résidence. Est-ce que c'est un nouveau bail? Est-ce que c'est un bail qui arrive à échéance dans 2 ans, dans 5 ans? Et dans l'ancien, on peut avoir des rendements. Enfin, nous, on a un spread dans l'ancien qui doit être de l'ordre de 2, 2,5. C'est-à-dire qu'on trouve des biens à 3,60, 3,80 de rendement et on en trouve d'autres à 6, mais parce que ce ne sont pas les mêmes actifs. Et que nous, sur le marché de l'ancien, on fait en sorte non pas de faire plaisir aux vendeurs, mais de faire en sorte que celui qui va acheter fasse une bonne opération et de pouvoir intégrer aussi du risque potentiel, soit lié à des travaux, soit lié à du renouvellement de mobilier, soit lié à une échéance de bail relativement proche, et donc d'intégrer une volatilité à court moyen terme du rendement. Voilà. Valérie te demande ce qu'il y a derrière quels sont les 3 points en fait qui intègrent les triple nets, le triple net que tu proposes sur certaines résidences. Le triple net, là aussi, c'est assez variable. Ça dépend des conditions de négociation des baux, mais souvent, le triple net, c'est taxe foncière, charge exploitant, charge de copro non récupérable, charge exploitant et article 606 s'agissant des gros travaux à la charge de l'exploitant. Ok. Le double net. Ouais, vas-y. Le double net, c'est soit les charges de copro non récupérables à la charge de l'exploitant, soit la taxe foncière à la charge de l'exploitant, et éventuellement le 606 à la charge de l'exploitant. Elisabeth nous demande s'il y a un diagnostic IMO qui est fait dans le cadre de la revente dans l'ancien. Systématiquement, parce qu'on ne peut pas en vendre de biens sans diagnostic de performance énergétique. Donc, ils sont tous affichés sur notre site et sur le site de Decky, j'imagine. Voilà, c'est une obligation, donc on ne peut pas y échapper. Dernier exemple, je vous parlais tout à l'heure d'un programme qui va être exploité par Steva à Colmar. Ça, c'est un programme qui est exploité par Steva
à Cormeilles en Parisis. Vous voyez là, la particularité, c'est qu'on a une petite piscine. Alors c'est plus pour de l'entretien et des exercices pour les résidents que pour évidemment faire une compétition olympique. Une salle de cinéma, ça c'est une des caractéristiques des résidences Steva, c'est que régulièrement on a une salle de cinéma qui sert également de salle de spectacle. Particularité également de cette résidence, c'est qu'elle est à proximité d'un EHPAD également exploité par Steva. Et en fait, Steva a un taux de remplissage optimum sur son EHPAD et ils ont créé un parcours résidentiel, c'est-à-dire qu'il y a bon nombre de personnes qui sont, on va dire, semi-autonomes ou autonomes qui intègrent la résidence senior et qui, au fur et à mesure de la montée en dépendance, vont intégrer l'EHPAD et ça permet effectivement d'optimiser pour Steva son remplissage à travers un parcours résidentiel. Et là, vous voyez, on est sur une résidence donc, qui est plus récente, puisqu'elle a été livrée il y a un peu plus de 5 ans, et on est à 4,20 de rendement avec un bail qui se termine en 2030. Donc, vous voyez, si on doit parler du marché de l'ancien, Nantes, je vous le présentais tout à l'heure, à 3,80, c'est un bail qui a été récemment renouvelé. Là, on a un bail à une échéance plus proche, donc on a un peu plus de rendement parce que on sait que c'était en échéance de bail, d'où on doit la pricer et donc servir un peu plus de rendement du fait qu'on a un peu moins de profondeur de bail commercial. Voilà, je ferme moi cette parenthèse. Si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition, maintenant ou plus tard, avec grand plaisir. Alors, Véronique nous demande, est-ce que les clients qui revendent après le Censi-Bouvard ne perdent pas d'argent pour attirer l'investisseur et bonne renta par rapport au prix d'achat en VFA? C'est assez variable. C'est Véronique ou Elisabeth? C'est Véronique là. Véronique, pardon. C'est assez variable, Véronique. Il faut avoir l'esprit qu'on est sur un marché de taux. Les gens qui ont acheté en Censi-Bouvard en 2010, 2009, 2011, ils achetaient à des niveaux de rendement qui étaient sensiblement compris entre 4 et 4,5%. Quand il y a encore un an et demi sur le marché secondaire pour ces classes d'actifs, on arrivait à vendre entre 3,5 et 4%. Les gens soit gagnaient un petit peu d'argent, soit revendaient sensiblement au prix d'achat. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis une bonne année maintenant, on a constaté une remontée des taux rapide. Et quand on achetait du 4, 4,5 il y a une dizaine d'années, et quand le marché investisseur, il se positionne aujourd'hui plutôt aux alentours de 4,5. Alors, je vous ai donné 2 exemples un petit peu différents, mais j'essaie de faire des moyennes. Et si on doit intégrer un éventuel renouvellement de bail avec un petit correctif locatif de 5 ou 10%, en plus des honoraires de commercialisation, bien les gens peuvent effectivement vendre sensiblement 8, 10, 15% moins cher qu'ils n'ont acheté. Est-ce que c'est une mauvaise, une bonne opération? C'est pas à moi d'en juger parce qu'il y a eu des flux financiers sur la période, il y a eu la réduction d'impôts, il y a eu des loyers encaissés, il y a eu des charges. Voilà. Mais encore une fois, il est évident que et ça, c'est quelque chose dont vous devez discuter avec vos clients investisseurs. S'ils ont capacité et si leur motivation, c'est d'investir pour une période de 25-30 ans, j'aurais tendance à dire que partir sur un rendement de aujourd'hui sur le marché secondaire, voire même sur le marché primaire de 4, 4,5, ça va être un rendement qui va tenir dans le temps et sur lequel il ne va pas se passer grand-chose. Si en revanche, votre client il se dit ouais non mais moi je sais pas, c'est une solution d'attente mais peut-être que je revendrai à horizon 8-10 ans, bah, il vaut mieux partir sur un actif qui sert aujourd'hui plus de rendement en émettant l'hypothèse que les taux vont se détendre un petit peu sur les années à venir et donc ça leur permettra de sortir à de meilleures conditions. Mais encore une fois, nous on a vu des gens faire de très belles plus-values à la revente, particulièrement sur le marché du tourisme. Contrairement à ce que certains pourraient penser. Il y en a d'autres qui ont perdu énormément d'argent, là aussi sur le marché du tourisme. Voilà, donc c'est assez variable, ça dépend des opérateurs, ça dépend de la qualité du bâti, ça dépend de la qualité de l'emplacement, ça dépend de l'âge de la résidence, ça dépend si on met le produit à la vente avec un nouveau bail ou un bail récent, ou s'il reste qu'un an et demi ou 2 ou 5 ans, ça dépend des conditions du bail commercial et ça dépend des conditions d'achat en termes de taux, ça dépend des conditions demandées par le marché investisseur au moment où on décide de revendre. Donc, c'est très variable. En tout cas, une chose est certaine, c'est que si on achète du meublé en résidence-service, ça n'est pas
avec à l'esprit le fait de vouloir faire une plus-value à terme. Et si tel est le cas, il ne faut pas faire de Pinel non plus, il ne faut pas faire de Malraux, il ne faut pas faire de monuments historiques, il faut être visionnaire, il faut être bricoleur, il faut acheter de l'ancien dans un quartier en devenir et il faut faire les travaux soi-même. Voilà, si c'est l'objectif que de faire de la plus-value. Là, on est vrai vraiment. Ça, c'est un point très important, Alexandre, que tu soulignes. Notamment les jeunes conseillers de ma génération, par exemple, on arrive sur le marché du travail en 2010, 2012, 2013. On vit une décennie de taux proche de zéro, en tout cas très bas. On vit un marché de l'immobilier où finalement il suffisait d'acheter pour 5 ou 6 ans plus tard gagner un gros chèque à la revente de son bien pour tout un tas de raisons, les taux, Airbnb, bref, il y a de multiples raisons qui ont fait ça. C'est pas la norme du tout. Et ça, c'est ce qui est le plus dur à expliquer aux clients, c'est que l'immobilier n'est pas fait pour gagner au loto dans 5 ans. Ça a été le cas pour toute une génération ces 10 dernières années, mais c'est pas du tout la norme. Donc, en cela, le LMNP peut être déceptif si la personne que vous avez en face de vous a le modèle, l'exemple de ses parents, par exemple, qui ont fait cette bascule-là, ou d'amis. Donc, il faut vraiment que vous les éloigniez de ce prisme-là, parce que déjà, ce prisme, il n'existe quasiment plus, à part le cas qu'Alexandre vient de décrire, du petit malin qui fait ses travaux lui-même dans une zone bien sentie, mais ça n'existe quasiment plus, et probablement pour de nombreuses années. Donc, il faut vraiment voir l'immobilier comme du rendement, comme se constituer des revenus complémentaires à la retraite. Et le LMNP, pour le coup, est la cible idéale et le produit idéal pour ça. Le marché immobilier, pour rebondir sur ton propos, Tristan, et pour parler d'exemple personnel, le marché immobilier, il est fluctuant. Moi, j'ai investi dans le meublé, j'ai un exemple en tête, j'avais acheté 2 chambres médicalisées. À l'époque, je pouvais faire du Censi-Bouvard. Je n'ai pas acheté de Censi-Bouvard parce que j'ai jamais été motivé par la carotte fiscale ou la carotte de défiscalisation. En revanche, j'ai acheté 2 chambres médicalisées sur le marché de l'ancien, un très bon niveau de rendement, et je les ai revendues en gagnant de l'argent. Parce que j'ai profité, en fait, j'ai acheté des chambres médicalisées avec un bail en cours. Au bout de 3 ans de détention, j'ai renégocié le bail avec l'exploitant et j'ai présenté ces 2 chambres médicalisées au marché investisseur avec un nouveau bail et à un niveau de rendement bien moindre que celui auquel j'avais acheté, et j'ai gagné de l'argent. Je vais prendre un autre exemple, ma résidence principale. J'ai acheté ma résidence principale il y a 4 ans maintenant. Au bout d'un an, 1 an et demi, je pouvais la revendre 25% plus cher que je l'avais acheté, parce que le marché il était euphorique, il était complètement dingue. Je me suis posé la question de la revendre, je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, je pense que je dois perdre sensiblement 15%. Ou je la vends au mieux le prix auquel je l'ai acheté. Donc, encore une fois, les marchés ils sont fluctuants. Si on doit prendre position sur une résidence-service dans le cadre du statut de loueur en meublé, c'est vraiment pour se générer de la rente, pour se constituer un patrimoine, pour placer des liquidités, pour anticiper sa succession et ne pas s'en occuper. Encore une fois, voilà, si l'objectif, c'est vraiment de développer son patrimoine en termes de capital, il faut essayer de faire des coups en bourse, il faut essayer d'aller, encore une fois, oui, d'aller trouver des coûts immobiliers, mais voilà, ce n'est pas l'objectif de la location meublée. Valérie nous demande s'il est... Pardon. Vas-y. Valérie nous demande s'il est possible de déporter les amortissements du Censi sur un autre bien en LMNP sans forcément passer par une SARL de famille. Il demande s'il faut 2 numéros de SIRET. Comme je l'évoquais, à partir du moment où on se place sous l'article 199 sex viciès du Code général des impôts, qui est donc le dispositif Censi-Bouvard, on renonce de facto et définitivement aux amortissements. Et donc, il n'y a pas d'amortissement applicable à ce bien. Donc, les amortissements ne sont pas reportables parce qu'ils n'existent pas. C'est très clair. Est-ce que vous avez d'autres questions, chers amis? Eh bien, je ne crois pas pour le moment. Si vous en avez, n'hésitez pas, j'ai mis dans le chat mes coordonnées. Donc voilà, si vous avez besoin ensuite que je vous mette en relation avec Alexandre, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de retrouver le stock de Consulteam ou d'ailleurs tout notre stock LMNP neuf et ancien, tout est disponible sur la plateforme.
Si vous souhaitez vous abonner, vous m'appelez. Sinon, bah, vous êtes déjà abonné, donc je vous invite à vous connecter. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour le 4e et dernier épisode. Donc, qui va porter sur les techniques de vente, les personas, donc l'identification. C'est vraiment la question de Véronique tout à l'heure. Quels sont les profils qui sont sensibles à ce genre de dispositif et comment les convaincre de passer à l'acte ou convaincre ceux qui ne connaissaient pas forcément ce dispositif de s'y intéresser. Merci Alexandre. Ben, merci à toi Tristan, merci à toutes et tous. Et puis, si je dois avoir un mot conclusif, on sait que ces webinaires intéressent beaucoup de professionnels qui préconisaient beaucoup ou répondaient à beaucoup de demandes d'investisseurs dans le cadre du dispositif Pinel. Celui-là, on sait qu'il est en voie d'extinction à très très court terme maintenant. C'est l'occasion de découvrir effectivement l'allocation meublée et de pouvoir découvrir aussi une clientèle différente et voire même d'être surpris à quel point vous allez vendre demain du meublé à des gens dont vous auriez pensé qu'ils auraient fait un Pinel. Voilà. C'est clair. On n'a pas le choix. De toute façon, la transition va se faire toute naturellement. Donc on se dit à la semaine prochaine. Merci Véronique pour ton commentaire. C'est très gentil. Et puis, je vous souhaite un excellent appétit et une excellente après-midi. À très bientôt. Bonne journée. Salut, salut Alex. Salut.